Et aujourd'hui, nous évoquons ce qui est en train de se dérouler en Syrie, ce qui est en train de se dérouler en Syrie avec un véritable tournant inattendu, une surprise, en tout cas pour les observateurs non, non éduqués sur ce qui se déroule véritablement là-bas. Les rebelles anti-Assad ont donc pris le contrôle d'Alep. Une coalition de combattants djihadistes a conquis la deuxième ville du pays, et ce, en seulement 4 jours. Pour en parler, nous sommes tout d'abord en duplex avec Fabrice Balanche. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université de Lyon 2 et chercheur associé au think tank le Washington Institute. On vous doit les leçons de la crise syrienne, un livre paru chez Odile Jacob. Et puis ici même dans ce studio, Arthur Quesnay, vous êtes docteur en sciences politiques affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le co-auteur avec Gilles Doron-Sauron et Adam Baxo aux éditions du CNRS de Syrie, anatomie d'une guerre civile. Peut-être quelques mots donc sur ce qui s'est déroulé à Alep avec donc un groupe djihadiste qui a pris le contrôle donc de manière très facile, très aisée de cette ville. Eh bien, on s'attendait à une attaque de HTS depuis des mois. HTS ne cachait pas son envie d'attaquer son désir d'attaquer et de passer le front et reconquérir Alep. La grande surprise, c'est l'effondrement de l'armée syrienne sur le front, qui est dû, on y reviendra sûrement, sur les transformations du rapport de force dans la région. Bon, alors tout d'abord, ce groupe HTS, moi j'ai lu HTC, mais qu'est-ce qu'il signifie ce groupe? Ce sont donc, semble-t-il, des djihadistes qui sont liés à Al-Qaïda. Alors non, pas du tout. Le terme djihadiste peut-être doit être révisé. Donc c'est un groupe islamiste armé. J'ai lu ça dans le New York Times. Certainement dans le New York Times. Hayat Tahrir al-Sham, donc HTS, c'est donc un groupe qui fait issu de l'État islamique d'Irak, qui est envoyé en 2011 en Syrie, qui forme le Jabhat al-Nusra pour prendre le contrôle des zones révolutionnaires et d'une partie du pays. En 2013, il y a une scission entre les cadres syriens du Jabhat al-Nusra qui vont entrer en guerre contre l'État islamique. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils se rapprochent d'Al-Qaïda, mais ça va pas durer. Finalement, ils vont prendre leur distance. Et depuis une dizaine d'années, donc c'est un groupe qui tient la région d'Idlib et qui tente deux choses. Premièrement, il lutte contre l'État islamique et contre les dernières forces réminiscentes d'Al-Qaïda. C'est une guerre existentielle. C'est soit eux, soit l'État islamique. Donc, ils collaborent par exemple avec les forces occidentales, notamment américaines, pour traquer les dernières cellules de l'État islamique à Idlib. Et par ailleurs, ils n'ont jamais été dronés par les Américains. Et la deuxième chose qu'ils tentent, c'est politiquement, c'est tenter de se normaliser comme un groupe révolutionnaire syrien et tenter d'ailleurs une expansion vers les autres zones révolutionnaires tenues notamment par des groupes affiliés à la Turquie. On y reviendra. Mais peut-être un point intéressant un exemple intéressant pour signifier ça, c'est un groupe qui, par exemple, ses modes de gouvernance de plus en plus relèvent de l'islam populaire syrien, c'est-à-dire du soufisme. C'est-à-dire que la ligne idéologique du groupe est de moins en moins salafiste et en fait on peut son identité a extrêmement changé. Par exemple, 60% des imams à Idlib sont d'obédience soufie. Et le groupe, l'école de jurisprudence dominante maintenant au sein du groupe, c'est le chafiisme. C'est-à-dire une école de droit proche du soufisme et farouchement opposée au salafisme. Bon alors, je vais continuer à vous dire ce que j'ai lu dans la presse et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans l'Humanité du jour, donc là on n'est plus dans le New York Times, l'Humanité évoque un mouvement qui est soutenu par un axe américano-israélien. Alors, je ne sais pas où ils ont eu cette information, c'est absolument faux. HTS rêverait d'un contact avec les Américains, mais ne l'a jamais eu, je peux vous le certifier. Jolani répète régulièrement qu'il se voit comme le nouveau Zelensky de Syrie, donc donnez-moi des manpads et je vais m'occuper des Russes dans le pays. Il n'en est rien, évidemment. C'est tout juste si HTS a des contacts avec la Turquie. Alors là aussi, HTS est présenté comme étant une force turque, ou en tout cas armée par la Turquie. Alors, ce qui s'est passé, c'est... Alors, l'armée turque déteste HTS. Pour eux, c'est un mouvement terroriste. L'armée turque très, encore assez kémaliste et opposée à toute forme de mouvement salafisme. Néanmoins, donc, comme je disais, HTS a changé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, HTS a subi une énorme défaite militaire face à la remontée du régime et ses alliés qui ont repris à l'époque 30% de la région d'Idlib.
Et face à un désastre militaire qui aurait conduit les 3 millions de déplacés de la poche d'Idlib à partir vers la Turquie et ensuite vers l'Europe, la Turquie a déployé 15 000 soldats et libres et depuis, les deux sont contraints de collaborer ensemble. Bon, je vais quand même vous lire ce passage du New York Times, donc qui explique que ce groupe HTS était lié tout d'abord à Al-Qaïda avant donc de rompre avec, et qu'aujourd'hui on peut considérer que des rebelles armés par les Turcs ont rejoint ce groupe. Donc ça, c'est quelque chose que vous contestez. Alors en fait, il y a 2 offensives en cours en fait, côté rebelle, contre le régime actuellement, depuis quelques jours. Vous avez l'offensive de HTS avec d'autres groupes, proches, plus ou moins autonomes de la Turquie qui l'ont rejoint dans cette première vague de l'offensive et le deuxième axe de l'offensive, c'est les groupes soutenus par la Turquie, l'armée, nationale syrienne, qui sont là, c'est une multitude de groupes, financés par la Turquie et contrôlés pour le coup par l'armée turque, qui eux se sont lancés, à l'assaut du nord, de Alep, mais avec beaucoup de retard, il y a 2 jours. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de coalition anti-Bachar. C'est ça. On pourrait parler d'une coalition et maintenant l'enjeu, ça va être, on va le voir sur la gouvernance d'Alep qu'ils vont mettre en place, comment ils vont se partager le pouvoir. Fabrice Balanche, vous êtes en duplex avec nous. Quel regard portez-vous sur ce groupe, donc Hayat Tahrir al-Sham, donc ce groupe qui aujourd'hui a non seulement pris le contrôle d'Alep, mais celui d'environ 70 localités, si j'en crois donc les informations aujourd'hui disponibles. Oui, bah, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit parce que je suis pas tout à fait d'accord. En juillet 2011, Abou Mohamed Al-Jolani vient d'Irak avec un groupe issu d'Al-Qaïda, hein, puisqu'il avait rejoint Al-Qaïda en Irak dans sa jeunesse pour se battre contre les Américains. Donc ils fondent le front Al-Nosra, qui appartient à Al-Qaïda. Et j'en veux pour preuve le fait qu'il a lui-même demandé à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, en 2013, de trancher le différend qu'il avait avec al-Baghdadi, le chef de Daesh, qui voulait faire scission. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que la France a considéré qu'il fallait le mettre sur la liste des organisations terroristes. En 2016, effectivement, il change de nom, il devient Hayat Tahrir al-Sham, et à ce moment-là, il ne renouvelle pas son allégeance à Al-Qaïda. Mais c'est un divorce à l'amiable. C'est-à-dire qu'en 2016, vous avez les Russes qui sont à Alep, qui sont en train de prendre la ville avec l'appui de l'Iran et du régime syrien. Et pour avoir du soutien de la part des Occidentaux, de la Turquie, etc., HTS, le Front al-Nosra, prend ses distances avec Al-Qaïda d'un point de vue tactique, mais pas d'un point de vue idéologique. Et ça, il faut que ça soit très clair. Dans la coalition menée aujourd'hui par HTS contre Alep, vous avez Huras ad-Din, les gardiens de la religion, membres d'Al-Qaïda. Vous avez le Parti islamiste du Turkestan, des Ouïghours, membres d'Al-Qaïda, spécialistes dans l'attentat suicide. Donc, il faut quand même être très clair là-dessus. Ce qu'a créé Al-Jolani à Idlib, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'avait fait Daesh à Raqqa. Les exactions en moins, parce qu'il cherche à se donner une bonne image du point vis-à-vis des Occidentaux. Mais il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont en train de devenir un islam modéré. Bien au contraire. Ils jouent ce qu'on appelle la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, pour s'emparer de cette région. Tactiquement, du côté occidental, effectivement, on a intérêt à les soutenir. Moi, je vous cite Jim Jeffrey, l'ancien envoyé spécial pour la Syrie 2017-2020, dans ses confidences au journal Frontline, qui explique que l'objectif des États-Unis, c'est d'empêcher la victoire d'Assad et de ses alliés. Par conséquent, Hayat Tahrir al-Sham, dans ce dispositif, il a une place privilégiée, d'autant plus qu'il ne représente pas, pour les Occidentaux, une menace, tout du moins à court terme, parce que contrairement à Daesh, il n'est pas intéressé par le djihad international. Mais vous avez un totalitarisme islamique qui s'est imposé à Idlib. Ils ont éliminé tous les opposants, qu'ils soient Vous voulez dire aujourd'hui même? islamistes modérés. Aujourd'hui même, bien sûr. Alors, en termes d'exaction, pardonnez-moi Fabrice Balanche, oui. Comme vous êtes en duplex, je ne vous vois pas. J'ai sur X, autrement dit sur les réseaux sociaux, donc là aussi, évidemment, impossible de savoir si c'est avéré ou pas, mais on parle d'exactions commises par HTC à Alep, notamment, par exemple, contre des femmes kurdes. Est-ce que vous avez confirmation ou infirmation de ce genre de fait?
Bon, c'est difficile à vérifier aujourd'hui parce que vous avez évidemment une guerre de l'information qui arrive. Il y a des femmes, des peshmerga, qui sont des femmes donc qui sont venues au secours de la population civile d'Alep, la population kurde, puisque vous avez un quartier kurde à Alep, Char Maksoud, et une enclave kurde au nord, au nord d'Alep. Il se peut qu'il y ait eu des femmes qui ont été faites prisonnières. Et évidemment, on se doute bien ce qui va leur arriver entre les mains de ce groupe. Le viol, les exactions, bien entendu. Euh, D'accord. Et toujours pour poursuivre par rapport aux informations dont on dispose, est-ce que selon vous, ce groupe est soutenu par les Américains, les Israéliens, ou bien au contraire, s'agit-il d'un groupe qui, comme le dit le New York Times, est considéré comme un groupe terroriste pour les alors, États-Unis? c'est un groupe terroriste considéré comme tel par les États-Unis depuis décembre 2012 et par la France depuis mai 2013. Même s'ils ont changé de nom entre-temps, on a bien compris qu'ils n'avaient pas changé de fonctionnement. Ensuite, ils profitent effectivement de l'affaiblissement du Hezbollah, de l'axe iranien, du régime syrien pour s'emparer d'Alep, ça c'est très clair. C'est un effet domino, je dirais, de l'offensive israélienne Mhm. au Liban. Et alors, donc, dans Mais ce sens, ça ne veut pas dire que les Israéliens soutiennent évidemment HTS ou que les Américains le soutiennent. Par contre, la Turquie est à la manœuvre. C'est très clair, puisque nous avons une offensive coordonnée entre Hayat Tahrir al-Sham et ce qu'on appelle l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les rebelles pro-turcs qui sont venus depuis l'Est pour attaquer également Alep depuis l'Est. La Turquie cherche à avancer ses pions dans la région et à bousculer le régime d'Assad. Ils ont à minima donné leur feu vert à Hayat Tahrir al-Sham pour cette opération. bon, eh bien écoutez, nous avons, je crois, deux visions diamétralement opposées. Arthur Kenney, donc sur ces différents points, et que voulez-vous répondre? Eh bien oui, le Hayat Tahrir al-Sham est un groupe armé donc qu'on se comporte de manière autoritaire, hein. La répression qui mène à Idlib contre les autres groupes, y compris contre certains activistes, est réelle. Néanmoins, sur le plan de l'idéologie, le groupe s'est transformé et a évolué. Notamment, pourquoi? Parce que politiquement, il se doit d'avoir d'obtenir le soutien de la population. Une population de 3 millions d'habitants. HTS a très très peu de moyens de gouvernance, ça perd 9000 employés pour tenir cette zone. Et dans cette figure, en fait, il doit en fait déléguer le pouvoir à des conseils locaux et à des groupes d'anciens révolutionnaires. Et les cadres d'HTS ont eux-mêmes beaucoup changé. Sur la question des exactions, il n'y a quasiment pas d'exactions qui ont été commises, hein. J'étais encore ce matin au téléphone avec des gens à Alep, y compris des forces kurdes. Ils sont tous étonnés sur le fait qu'il y a très peu d'exactions. HTS a mis en place des sanctions extrêmement strictes pour tout militant qui commettrait des exactions contre les civils, des militants d'HTS, mais également d'autres groupes alliés. Ensuite, sur la question sur ce qui se passe entre la coordination entre HTS et les groupes pro-turcs qui ont lancé l'attaque dans l'est et dans le nord d'Alep, il y a de la coordination, c'est-à-dire qu'ils ont fait ensemble une offensive sur Tel Rifat, qui est la dernière poche kurde qui est tombée hier au nord d'Alep. Néanmoins, pour l'instant, ça s'arrête là. Et on ne sait pas à quel point les renforts, ces groupes pro-turcs vont descendre sur Hama pour participer à la bataille de Hama. Que peut faire aujourd'hui Bachar al-Assad? Il y a eu donc une intervention de l'aviation russe qui a bombardé des poches présentées comme étant des poches rebelles. Arthur Kenney, quelles peuvent être les conséquences de cette action militaire? Aucune action aérienne sans soutien au sol ne peut aboutir à la reprise d'Alep. Donc pour l'instant, c'est de la vengeance, hein. Les Russes tapent les civils comme ils savent le faire un peu partout dans le monde. Et ça s'arrête là, ils sèment la terreur. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Balanche? Oui, d'un point de vue tactique, effectivement, bombarder la ville d'Alep par l'aviation, ça servira pas à grand-chose, puisque les djihadistes sont répandus dans la ville. Évidemment, ils sont pas fous, ils occupent les rez-de-chaussée, étant protégés par plusieurs étages de civils. Bon, cela dit, ça dérange pas énormément Assad de bombarder les civils, on l'a bien vu dans le passé, mais tout de même, c'est plus difficile d'atteindre les djihadistes, donc ça serait un peu peine perdue. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est un tapis de bombes sur Idlib, là où se trouvent justement les familles des djihadistes,
pour obliger HTS à évacuer la ville. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais en Mais tout cas, ça peut être une stratégie. on se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va essayer de voir dans quelle mesure cette offensive des djihadistes sur Alep est ou non une manière de constituer un tournant dans l'évolution donc du Proche-Orient. Nous sommes en compagnie d'Arthur Kenney. Vous avez notamment publié Syrie, anatomie d'une guerre civile aux éditions du CNRS, et Fabrice Balanche, Leçon de la crise syrienne. C'est un livre paru chez Odile Jacob. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Avec donc des rebelles anti-Assad qui ont pris le contrôle d'Alep, des conséquences très importantes à prévoir, et c'est ce que nous allons étudier dès maintenant. Nous sommes en compagnie d'Arthur Kenney, docteur en sciences politiques, affilié à l'université Paris 1, Fabrice Balanche, maître de conférences en géographie à l'université de Lyon 2. Deux analyses différentes de la situation. Pour Arthur Kenney, il ne s'agit pas de djihadistes puisque ceux-ci ont rompu avec Al-Qaïda. Il s'agit d'un groupe soufiste qui a avant tout comme intérêt de faire tomber Bachar el-Assad et qui n'a pas vocation à entraîner le peuple syrien ou une partie de celui-ci dans un djihad mondial, tandis que Fabrice Balanche, lui, pense qu'on a affaire à des djihadistes de stricte obédience et que ceux-ci vont reproduire quelque chose que nous avons déjà vu dans l'histoire syrienne, hélas. Pour essayer de comprendre ce qui se déroule là-bas, imaginons tout d'abord les conséquences de ce qui est en train de se dérouler. Fabrice Balanche, vous êtes toujours en duplex avec nous. Ce qui est certain, quelle que soit l'analyse que l'on fait de ce qui est en train de se dérouler en Syrie, c'est que les protagonistes syriens, donc le gouvernement de Bachar al-Assad bien sûr, mais aussi l'Iran et les Russes sont impliqués de différentes manières dans d'autres conflits. Quelles peuvent être les conséquences de cette rébellion anti-Assad sur la manière dont le Hezbollah mène la guerre en Israël et la Russie mène la guerre en Ukraine? Bon, ce qui va se produire là, c'est que l'armée syrienne, avec l'appui de ses alliés, la Russie et l'Iran, vont essayer de circonscrire l'incendie, c'est-à-dire empêcher, par exemple, la ville de Hama de tomber entre les mains des djihadistes. Et ensuite, un pillonnage des zones tenues par les djihadistes, notamment le fief d'Idleb, pour les obliger à reculer. Et puis vous avez en ce moment d'intenses négociations, évidemment, entre la Turquie, l'Iran et la Russie, parce que ils sont pas fous, les Russes et les Iraniens. Ils savent très bien que Erdogan a poussé tout ce petit monde à passer à l'offensive, ce qui est finalement une rupture du statu quo qu'ils avaient mis en place au cours des différentes conférences d'Astana. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, l'objectif tout de même de cette offensive, c'est de briser l'axe iranien, hein, qui permet de relier Téhéran au Hezbollah libanais et de lui fournir ses armes. Par conséquent, on peut imaginer que l'Iran et le Hezbollah, les forces chiites, soient de nouveau piégés en Syrie, et ce qui soulage évidemment le front par rapport à Israël. Parce que là, j'étais en Irak et en Syrie la semaine dernière. Je peux vous dire qu'à Bagdad, en tout cas, les chiites sont très inquiets. Ils voient derrière cette offensive à Alep un plan occidental pour briser l'axe iranien et reprendre le contrôle de la région. Bon, ils fantasment un peu, hein, ça c'est la paranoïa ambiante, mais bon, ils ont bien compris le processus. Et là, je pense qu'il va y avoir un fort soutien de Hachid Shahabi, c'est-à-dire les milices chiites irakiennes, au régime syrien. Alors que va faire Israël en voyant arriver tout ce petit monde vers la Syrie? Est-ce qu'il va intensifier ses frappes ou alors se mettre en retrait du conflit? Bon, mais pour vous, pour que l'on comprenne bien, Fabrice Balanche, ce mouvement est autonome. Je veux dire, cette rébellion, elle n'est nullement
aidés d'une manière ou d'une autre par les Américains, les Israéliens, alors même que les Israéliens, par exemple, ne regardent pas nécessairement ce phénomène d'un mauvais œil. Non, alors cette rébellion n'est pas soutenue directement par les Israéliens et par les Américains, enfin, je pense, hein, après je suis pas dans le secret non plus des tractations. Par contre, elle est soutenue par la Turquie, ça pour moi ça ne fait aucun doute. À quel degré, ça sera à définir Mais aussi, bon. Mais en tout là cas, aussi, je ne suis pas sûr de ouais. bien comprendre l'intérêt de la Turquie, puisque la Turquie a beaucoup souffert du conflit syrien, ne serait-ce que par les milliers de réfugiés qui sont arrivés en Millions, Turquie. millions de Oui, oui, réfugiés. non, bien sûr, puisque à la fin, je crois qu'on était à 2 millions, mais 4 millions. à 4 millions. Bon, alors, donc, effectivement, c'était encore plus important que ce que j'imaginais. Des attentats qui ont eu lieu sur leur sol. Donc, on a affaire à un pays qui était effectivement dans une situation géographique trop proche de la Syrie pour voir d'un bon œil à nouveau cette rébellion djihadiste se produire. Vous savez, la Turquie, enfin Erdogan en tout cas, a l'habitude de jouer avec le diable. Il faut se souvenir quand même qu'il Et pas deux fois. a soutenu Daesh dans le passé et il se sert de ces djihadistes contre les Kurdes. Parce que l'objectif de la Turquie, c'est d'établir dans le nord de la Syrie ce qu'ils appellent une bande de protection d'au moins 30 kilomètres de large, d'épurer la population kurde, comme ils l'ont déjà fait à Afrin et comme ça est en train de se produire à Alep, puisque les Kurdes s'en vont, même si vous avez un discours de la part de Hayat Tahrir al-Sham en disant qu'ils font partie de la Syrie, c'est pas du tout vrai. Ils sont expulsés des régions qui sont contrôlées et ceux qui restent sont harcelés en permanence par les différentes milices pro-turques. Donc, cette création d'une Syrie du Nord sous contrôle turc que vise Erdogan. Et c'est pour ça qu'il soutient cette opération. Après, il peut y avoir quelques dégâts collatéraux parce que, évidemment, quand on s'amuse à soutenir des djihadistes, on peut avoir un retour de flamme, comme ça s'est produit en 2015-2016 avec les attentats en Turquie. Mais finalement, c'est assez mineur par rapport à l'objectif principal de la Turquie, qui est de contrôler Mhm. une bande de territoire dans le nord de la Syrie, vide des Kurdes. Arthur Kenney, qu'en pensez-vous? Selon moi, il faut se méfier des analyses qui prétendent une forme de rationalité des acteurs, notamment de la Turquie, un deal qui aurait été passé, une offensive bien préparée. HTS a surpris tout le monde par cette attaque. La Turquie voulait préserver avant tout le statu quo, notamment dans le cadre des discussions d'Astana avec les Russes et les Iraniens. Les choses étaient assez difficiles comme ça. Le souci de la Turquie, c'est d'éviter de nouvelles vagues de réfugiés sur son sol, hein, comme ce qu'on a dit, et absolument pas de relancer le conflit. Alors maintenant que l'opération de HTS a réussi, euh, les combats vont commencer pour la ville de Hama, comme on l'a dit tout à l'heure. La Turquie va évidemment récupérer les bénéfices de cette opération. Et toute la question pour la Turquie maintenant, c'est de réinvestir ses milices affiliées pour participer à la prise de contrôle d'Alep et peut-être ensuite à la construction d'une nouvelle ligne de front avec le régime. Mais alors, là aussi, quels sont les bénéfices de cette opération pour les Turcs, puisque il y avait un froid diplomatique entre Bachar el-Assad et Erdogan. Ce froid était, semble-t-il, plutôt en train de se réchauffer. Pourquoi une intervention maintenant? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de réchauffement. Bachar al-Assad, comme il le fait depuis 2011, a refusé tout compromis, tout dialogue. Et côté turc, on était très remonté contre justement cette absence de solution. Sachant que la pression des réfugiés syriens pour la Turquie est un vrai problème politique, hein, pour l'AKP d'Erdogan, et qui a nécessité de renvoyer ces populations en Syrie. Or, sans concession du régime, cela était impossible. Donc maintenant, pour la Turquie, le fait de tenir le nord du pays et puis la seconde ville du pays va permettre une vraie stabilisation du conflit. En tout cas, ce qu'ils espèrent, c'est pouvoir envoyer plus de Syriens en Syrie. Et selon vous, quelle peut être la réaction de l'Iran? Puisque là aussi, le Hezbollah a été très impliqué dans la guerre
en Syrie, sans le Hezbollah, Bachar al-Assad n'aurait pas réussi à rester au pouvoir. Aujourd'hui, le Hezbollah est censé être largement occupé avec ce qui se déroule à la frontière libanaise. A-t-il la possibilité de continuer à soutenir le régime de Bachar al-Assad? Alors vous mettez le point sur quelque chose d'extrêmement important. Le régime ne peut pas tenir sans ses alliés iraniens et russes. Ce qui s'est passé à Alep, ce qui explique la chute de la ville, est assez intéressant. En fait, les Iraniens, les troupes iraniennes et milices affiliées s'étaient retirées du fait de l'attrition israélienne. Il y avait une forme d'accord avec les Russes. Les Russes devaient protéger la ville et permettre justement moins d'attrition, moins de bombardements israéliens sur les positions proximité du front. Or, en fait, les Russes n'ont absolument pas été capables de protéger la ville. Au contraire, ils ont poussé le régime à bombarder les lignes de HTS ces dernières semaines parce qu'ils anticipaient une attaque d'HTS et ils voulaient la dissuader. Ça a été l'effet contraire. HTS a attaqué et maintenant, c'est la confusion. C'est la confusion parce que les Iraniens sont très faibles. Ils sont en train de ramener donc des milices irakiennes affiliées pour essayer de protéger Hama et ce qui reste, des zones encore tenues par le régime. Mais on ne sait absolument pas, à mon avis, quel est l'état réel des rapports de force et les prochains jours de bataille vont nous le dire. Fabrice Balanche, votre point de vue sur ce que peut faire le Hezbollah? Le Hezbollah, sa priorité, c'est le Liban, hein, c'est par rapport, la guerre par rapport à Israël. Donc ça lui sera difficile de détourner, des hommes comme il l'a fait, dans le passé, hein. Il y avait toujours même 10 000 hommes, 10 000 membres du Hezbollah, en permanence en Syrie, qui tournaient tous les 6 mois, qui étaient remplacés lorsqu'il y avait des pertes, et des blessés. Et ce sont eux qui ont pris part aux principales offensives, comme la bataille de Deir ez-Zor ou d'Alep, et qui ont permis justement cette reprise d'Alep parce que c'était des combattants extrêmement aguerris. Donc là, le soutien, il va à mon avis plutôt venir de la mobilisation populaire, hein, ce qu'on appelle le Hashd Sha'abi en Irak, pour soutenir le régime. Il faut bien comprendre que sans les 50 000 miliciens chiites, Hezbollah y compris, que fournit l'Iran à Bachar el-Assad, son régime ne peut pas tenir. Parce que la communauté alaouite, qui était la colonne vertébrale de l'armée syrienne, de la garde prétorienne, de la garde républicaine, elle exsangue aujourd'hui. Vous avez un homme sur 3, entre 20 et 45 ans, qui est mort à la guerre. Ils ne veulent plus se battre, si ce n'est pour protéger leur territoire. On a une armée qui est payée une misère, 10-20 $ par mois, ils vont pas mourir pour ça. Donc ça, c'est le problème clé pour le régime. Et toute la question est de savoir, est-ce que ses alliés vont pouvoir lui apporter les forces nécessaires pour empêcher cette rupture? Parce qu'en revanche, en face, HTS, les djihadistes et les autres groupes rebelles, c'est une force armée qui dépasse les 100 000 hommes, et qui est extrêmement bien armée, qui ont tout à gagner, tout à regagner, parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont été expulsés justement des territoires reconquis par le régime et qui rêvent de revenir évidemment chez eux. Donc ils ont une motivation beaucoup plus importante que celle de l'armée syrienne et même des milices chiites irakiennes qui se sont beaucoup embourgeoisées ces dernières années dans le racket et les différents trafics en Irak. Mais alors, ça, quelles pourraient être justement les conséquences de cela? Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Puisque, encore une fois, même si, selon vous, Fabrice Balanche, il n'y a pas d'intervention extérieure, les Américains, les Israéliens n'ont pas aidé cette rébellion, il va de soi que celle-ci nuit principalement aux ennemis d'Israël et des États-Unis, autrement dit à l'axe anti-occidental. Oui, alors j'avais fait une interview là pour Vatican News il y a quelques semaines en disant que le régime syrien allait être la victime collatérale de la guerre entre l'Iran et Israël. C'est-à-dire que la Syrie, c'est le maillon faible de l'axe pro-iranien parce que la population est en grande majorité sunnite et donc les Iraniens n'ont pas en Syrie le soutien entre guillemets populaire qu'ils ont en Irak ou qu'ils ont au Liban à travers le Hezbollah. Évidemment, Assad est un allié fidèle de l'Iran, hein, une amitié entre la famille Assad et le régime iranien de plus de 40 ans. C'est eux qui l'ont aidé à survivre pendant la guerre, ce qui allait empêcher évidemment tout rapprochement d'Assad avec les pays sunnites du Golfe et même avec l'Occident, si ce n'est un rapprochement de façade pour obtenir une aide économique. Donc là, la rupture si vous voulez, de la Syrie coupe l'axe iranien, va empêcher le Hezbollah de
de reconstruire son arsenal militaire, parce que les missiles, les roquettes venant d'Iran, elles passent par la Syrie. Elles passent pas tellement par le port de Beyrouth ou par l'aéroport, parce que pour les Israéliens, c'est facile de cibler des points. Beaucoup plus difficile de cibler un millier de frontières terrestres. Et ça ne peut donc que favoriser évidemment Israël et les Occidentaux dans leur lutte contre l'Iran. Et par-delà, l'axe eurasiatique, c'est-à-dire Russie, Chine, Iran, puisqu'ils font ces trois pays, Partie c'est la du troïka même site. dominante de l'axe Du eurasiatique. même site, du même axe, pardon. Arthur Kenney, on a le souvenir en 2011 du début donc de la contestation de Bachar al-Assad et de la terrible répression qui s'en est suivie, 500 000 morts et une guerre en Syrie qui a agi comme une sorte de bombe à fragmentation qui a eu des conséquences inouïes et innombrables. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de revivre le début du même épisode? On pourrait dire qu'en fait, on a perdu 10 ans sur ce conflit. C'est-à-dire qu'en 2013, on a fait les Occidentaux notamment ont fait le pari totalement fou de soutenir Bachar al-Assad pour stabiliser la guerre, reconquérir le pays et quelque part voilà, mettre fin à le fait que les États-Unis aient laissé la Russie rentrer dans le pays en 2015 pour soutenir le régime en était de fait la cause. Actuellement, ce qu'on voit avec l'effondrement de l'armée du régime à Alep, mais aussi la reprise des manifestations un peu partout dans le pays, à Dera notamment, euh, le régime est haï par sa propre population, notamment par les minorités, qu'elles soient chrétiennes, druzes qui font bande à part depuis déjà un moment dans le sud du pays. Il faut mettre fin à ce pari que Bachar al-Assad est un facteur de stabilisation. Bachar al-Assad est un facteur de blocage qui ouvre la voie, comme le disait Fabrice Balanche, à l'influence iranienne dans la région, et un facteur de déstabilisation massif, qui est un problème de sécurité pour les Syriens, mais également pour nous. Mais En vous laissant pensez l'État vraiment que les islamique se Occidentaux... développer, comme vous avez dit, parler de cette métastase, au point qu'en 2015, on a eu des attentats, à partir de 2015, des attentats sur notre sol, et qu'actuellement, l'État islamique est toujours actif dans les zones du régime. Les deux acteurs qui luttent efficacement contre l'État islamique en Syrie sont les forces démocratiques kurdes, donc syriennes, et HTS. Donc en fait, quelque part, on a plutôt un intérêt à jouer sur ces forces pour stabiliser le nord du pays et obtenir derrière peut-être un nouveau processus politique en Syrie. Mais vous pensez vraiment que l'Occident, je veux dire la France, les États-Unis, se sont satisfaits du maintien au pouvoir de Bachar al-Assad, même si, bien entendu, échaudé par un certain nombre d'aventures aux conséquences terribles, eh bien, personne n'a envie de jouer au régime change, au changement de régime en Syrie. Alors, plutôt que parler de la France ou de l'Europe, moi j'irais plutôt voir du côté des États-Unis. C'est eux qui étaient en plein de retrait. Ils venaient d'achever leur retrait d'Irak en 2011. Ils voulaient absolument pas d'un nouveau conflit et ni d'une nouvelle intervention. Donc ils ont joué finalement avec les cartes qu'ils avaient sur la table jusqu'à ce que la guerre contre l'État islamique dégénère totalement. Et là, l'éviction de Bachar al-Assad n'était plus du tout une option. Là, actuellement, le jeu est quand même très très différent. Et je pense que, évidemment, côté occidentaux, il va falloir se poser la question de comment stabiliser Alep et les territoires repris. Rien qu'en termes de gouvernance, renvoyer de l'aide internationale, peut-être une no-fly zone pour permettre le retour des Syriens et stabiliser enfin ce conflit dans la perspective d'une sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Balanche? Est-on en train de revivre ce que nous avons déjà vécu en 2011? Non, la situation, comme l'a dit Arthur, est différente, évidemment. C'est pas du tout la même configuration géopolitique internationale et à l'intérieur du pays, également. Assad, à l'époque, avait quand même du soutien, notamment une grande partie des minorités qui avaient peur des islamistes. On avait un mouvement de contestation où il y avait une part importante de séculiers dans cette contestation et pas seulement des islamistes. Mais depuis 12 ans de guerre, eh bien, les radicaux ont monté en puissance, et ce qui vous explique aujourd'hui qu'un groupe djihadiste comme HTS soit leader de la coalition contre Assad. Ce qui va se passer, par contre, moi je suis extrêmement pessimiste, hein, c'est l'explosion du pays. Parce que je ne vois pas comment on puisse réunifier la Syrie. On est de toute façon à l'épicentre de l'arc de crise au niveau international, avec des enjeux différents entre les Américains, les Russes, les Iraniens, les Turcs, les Israéliens.
Et moi, je vois plutôt le pays repartir dans un cycle de chaos qui aboutira à une fragmentation durable sur des lignes plus ou moins communautaires. Alors, Les Alaouites sur justement, la parce côte, qu'il les faut Druzes dans le sud, rappeler, etc. rappeler, Fabrice Balanche, que la Syrie est une réunion de minorités avec notamment Bachar al-Assad et les Alaouites, petite minorité qui est au pouvoir. Qu'est-ce que l'on pourrait imaginer comme éclatement de la Syrie? Parce que là aussi, depuis 2011, c'est un scénario qui a souvent été envisagé. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer à cet égard? Bah, les Alaouites, ils ont leur fief sur la côte. Ils n'accepteront jamais d'être dominés par un groupe HTS qui, de toute façon, veut leur perte, hein, qui leur laissera le choix entre la valise et le cercueil. Les chrétiens, ils sont déjà quasiment tous partis, donc le problème est réglé. Les Druzes, ils peuvent se tourner vers la Jordanie en cas de problème. Et puis les Kurdes, essayer de conserver les territoires qu'ils ont dans le nord-est. Ensuite, qu'est-ce qu'adviendra l'axe central Alep-Damas? On a aussi des oppositions sociales entre les classes moyennes supérieures par rapport aux gens de HTS qui viennent quand même des milieux populaires, euh, prêts à s'emparer du souk, à piller les magasins, parce que c'est ça aussi, hein, qui motive, c'est la prise d'Alep. Alep, c'est quand même une ville riche dont on peut tirer profit. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs en 2011-2012 la bourgeoisie syrienne à revenir vers le régime, parce que ils avaient vu la zone industrielle d'Alep être pillée par les rebelles, et puis le souk également complètement dévasté. Qu'en pensez-vous, Arthur Kenney? Alors, il n'y a pas eu de pillage à Alep, hein, dans la conquête de la ville. Je ne pense pas que non plus en 2011-2012, c'était les pillages qui dissuadaient les populations. Il y avait également la répression du régime qui était extrêmement féroce, hein. Enfin, j'étais à Alep à cette époque-là. Il n'y avait aucun moyen de protester dans l'ouest de la ville, dans ces fameux quartiers bourgeois. Maintenant, actuellement, je ne vois pas comment le pays pourrait être dans une situation de chaos et de division plus accrue par rapport à ce qu'on a déjà, en fait. Les dernières années, on n'était pas à la fin du conflit. On était dans une situation de guerre d'usure, une guerre d'attrition, avec des combats un peu partout sur la ligne de front qui étaient réguliers, des escarmouches. Actuellement, on rebascule dans une phase active du conflit, qui est la conséquence, l'effet domino de la guerre au Liban, de l'intervention israélienne, avec l'affaiblissement de l'axe iranien. Mais en fait, il y a également des opportunités. Et il ne faut pas, à mon avis, mettre en avant le fait que des groupes anciennement d'obédience djihadistes, etc., sont sur le devant de la scène. En fait, derrière, il y a aussi des cartes politiques à jouer en termes de contrôle, de gouvernance d'un nouveau territoire, pour ensuite espérer un processus politique en Syrie. Et je dois rappeler que seul un processus politique avec le départ de Bachar al-Assad mettra fin à ce conflit. Et alors là-dessus, est-ce que on peut imaginer qu'il y ait une situation qui empire encore, parce que sur le plan économique, la Syrie est exsangue, la population souffre de manière particulièrement dure. Alep, c'est une ville de 2 millions d'habitants. Il y a aussi une question de gouvernance qui va se poser. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut de l'aide internationale pour Alep. Rappelez-vous, 2012-2013, vous aviez des ONG, vous aviez de l'aide onusienne qui parvenait dans la ville, qui permettait de stabiliser la ville. Mais la question se pose également pour l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas de soutenir uniquement les zones de l'opposition, mais également des zones gouvernementales. Et pour ça, il faut une ouverture au niveau du régime, il faut le départ de ce dictateur. Un mot de conclusion, Fabrice Balanche. Oui, Bachar el-Assad est un facteur de blocage, ça c'est clair. La perte d'Alep fait qu'il est aujourd'hui très contesté au sein de l'appareil, enfin que la contestation augmente. Je pense qu'il a dû même se faire pas mal réprimander par Poutine, puisqu'il était à Moscou pendant qu'Alep tombait. La question évidemment de son départ Se pose aujourd'hui de mais manière je, aiguë. mais je ne pense pas que ça améliorera la situation. Moi, je vois plutôt Ouais. le chaos s'installer en Syrie. Donc une vision pessimiste. Merci beaucoup, Fabrice Balanche. Les leçons de la crise syrienne, c'est votre livre aux éditions Odile Jacob. Syrie, anatomie d'une guerre civile, c'est le livre auquel vous avez participé, Arthur Kenney.